Bienvenue sur Selfa. Aujourd'hui, nous analysons une vidéo très profonde sur l'entrepreneuriat diasporique, publiée par la chaîne Investir au pays de Philippe Simon. Vous pouvez voir cette vidéo dans son intégralité sur sa chaîne, et nous vous le conseillons vivement. Dans cette émission, Comprendre le processus, nous allons décortiquer non pas seulement le témoignage, mais surtout le cœur du métier, comment une idée personnelle devient une entreprise structurée, quels obstacles apparaissent et quelles stratégies professionnelles permettent de les surmonter. Notre objectif est clair, transformer une expérience individuelle en leçons universelles d'entrepreneuriat, de discipline, de management et de leadership. Je m'appelle Nadine Duico, épouse Ndwanda. Nous sommes ici dans le Maryland, à Bowie plus précisément. Mon époux et moi, nous avions Nadine Hair Braiding Empire. Qu'est-ce que c'est? Parce que tu as dit Empire, oui. Empire. Le nom est Un peu grand. Empire, non, c'est mérité. C'est quoi ici? C'est un salon de beauté, tout simplement. Disons ça comme ça. C'est pas... Disons que moi, j'aime dire salon de beauté, mais mon mari aime appeler ça une entreprise. Honnêtement, j'ai toujours cette image là, de ce petit salon que j'avais à la maison. Tu as commencé à la maison? Voilà, oui, j'ai commencé à la maison avec une seule chaise. Où? Donc, ici aux États-Unis? Oui, oui, aux États-Unis. Donc tu as commencé à tresser les gens toi-même? Oui, à la maison. C'était il y a combien d'années? 15 ans. Waouh! 15 ans. Tu as commencé il y a 15 ans Oui. dans ton salon? Oui, j'aime toujours appeler ça salon. Mais mes employés aiment dire que c'est une entreprise. Voilà. Non, mais ça a pris une autre proportion. On va visiter tout à l'heure. Mais aujourd'hui, vous en avez fait quelque chose de géant. Oui. Parce que je veux que les gens comprennent ton parcours. Tu sais que dans nos pays, là, les gens... C'était quoi les étapes avant de construire cet empire aujourd'hui? Tu as commencé chez toi? Oui, commencer d'abord par travailler pour quelqu'un. Ok. J'ai travaillé dans multiples salons de coiffure. Près de 13 si je ne me trompe pas. Oui, à la recherche d'un meilleur salon. Parce qu'il faut le dire, la clé de ce business, c'est le plus difficile, c'est de garder les employés. S'il n'y a pas de clients, elles ne sont pas loyales, elles cherchent où il y a mieux. Et c'est ça que je cherchais. C'est pourquoi j'ai fait le parcours de beaucoup de salons. Ok, donc en fait, donc j'imagine que la rémunération se fait aussi par rapport au nombre de têtes. Par pourcentage. Par pourcentage. Donc Voilà. s'il n'y a pas de tête, tu es au chômage. Voilà. Ok, Voilà, donc du coup tu vas dans un autre salon. Oui. C'est ce qui a fait que tu as beaucoup bougé. Voilà, c'est pourquoi j'ai beaucoup bougé. Après, j'ai décidé de me mettre à travailler à mon propre compte. Ok. J'ai commencé à la maison. Ok. J'ai commencé moi-même à faire le marketing et à Pour chercher les clients. mes propres clients. Et après, je me suis retrouvée en train d'avoir quelques clients qui m'ont encouragé à aller dans un petit centre commercial. Et là-bas, j'ai commencé à avoir 2, 3 employés, 4. C'est comme ça que la clientèle a grandi. Parce que dans l'esprit des clients, ils veulent bien te supporter quand tu es à la maison. Ils aiment bien ce que tu fais, mais parfois, elles ne peuvent pas faire ton propre marketing là dehors. Tu vas voir un chef d'entreprise, elle a 15, 20 employés. Elle ne peut pas leur dire que je me suis coiffée chez Nadine à la maison. C'est pas... Ouais. On se dit qu'elle veut save de l'argent en fait. Ouais. Et donc, on dit, oh j'aime ta coiffure. Elle dit merci, tu as fait ça où? Elle dit, je peux garder pour moi. Ouais. Parce qu'elle a peur que les gens vont la juger en fonction de où elle se coiffe. C'est pourquoi elle préfère ne rien dire. Commencer un salon de coiffure à domicile avec une simple chaise n'est pas une anecdote banale, c'est une véritable leçon de bootstrapping. Cela signifie démarrer avec les moyens que l'on a sous la main, sans attendre des capitaux importants ni des infrastructures sophistiquées. Ce geste traduit un état d'esprit, miser davantage sur l'énergie, la créativité et la confiance que sur l'argent. C'est une stratégie de survie, mais aussi une stratégie d'intelligence, car elle oblige à apprendre vite et à optimiser chaque ressource disponible. Sur le plan professionnel, ce choix cache 2 stratégies essentielles. Premièrement, il permet de réduire drastiquement les coûts fixes. Pas de loyer commercial, pas de charges inutiles, pas d'investissement lourd en matériel ou en décoration. Le risque financier est minimisé, et cela donne une liberté d'action énorme aux porteurs de projets. Deuxièmement, cela permet de tester son marché dans un cadre limité, à petite échelle, mais réel. Travailler à domicile permet d'observer les habitudes des clients, de recueillir leurs retours immédiats, de comprendre ce qu'ils recherchent vraiment et ce qui crée leur fidélité. C'est une phase d'apprentissage où l'erreur coûte peu, mais enseigne beaucoup. Le vrai apprentissage ici est celui de la validation progressive d'une idée. Avant de rêver grand, avant d'ouvrir un salon luxueux avec plusieurs employés, il est vital de prouver que l'idée fonctionne, qu'elle attire des clients, et qu'elle répond à un besoin concret. Ce processus progressif transforme chaque client en indicateur de viabilité, chaque prestation en test grandeur nature.
L'entrepreneur apprend à s'adapter, à améliorer son service et à renforcer sa relation client au fil du temps. Action, dans tout projet entrepreneurial, identifiez d'abord vos ressources de base. Qu'avez-vous déjà à disposition, même si cela paraît modeste? Ensuite, créez une version réduite mais fonctionnelle de votre service ou de votre produit. Cette version n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être réelle et utilisable. Concentrez-vous sur la satisfaction de vos premiers clients, car ce sont eux qui donneront les premiers signaux de viabilité. Leurs retours vous permettront de corriger, d'améliorer et de consolider votre offre avant d'investir dans une structure plus lourde. C'est cette logique progressive qui sépare les projets qui tiennent dans la durée de ceux qui s'effondrent après un départ trop coûteux ou trop ambitieux. On a cru que les clients devaient être très à l'aise, qu'ils devraient avoir assez d'espace pour tout le monde, mais on en a encore besoin. On a une attente de plus de 50 chaises. Alors que quand un client arrive, il entre et il est accueilli par une dame qui va lui demander de sign in. Elle va devoir mettre son nom, son numéro de téléphone, son email si possible. Et comme ça, elle va s'asseoir et attendre qu'une coiffeuse vienne la chercher. Généralement, la service client est celle-là qui demande tu veux tresser, tu veux faire quoi? Parce que nous avions pratiquement environ 400 tresseuses. Bon, dans les 400 tresseuses, tout le monde ne fait pas toutes les coiffures. On a une trentaine de coiffures. Si tu ouvres ce livre-ci, par exemple, tu vas voir qu'il y a plusieurs coiffures là. Alors, il y a une dame qui fait ça, mais elle ne fait pas ça. Une femme qui fait les nattes, elle ne fait pas les rastas. Donc, il y a beaucoup de coiffures. Et donc, elle, qui s'appelle Sorel, elle est au desk. Elle connaît individuellement ce que chacun fait. Qui fait quoi? Voilà, elle connaît qui fait quoi. Donc, c'est elle qui a la liste là et qui appelle une tresseuse. Elle voit qui est available, qui est disponible. Justement, et surtout en fonction même de la demande des clients. Les clients qui sont très capricieux, les clients qui sont trop demandants, elle va savoir qui choisit. Qui choisit tout de suite. Voilà son rôle ici. Donc, la personne s'enregistre. Oui. Et donc, tu as une salle d'attente là où tu disais que tu as une cinquantaine de places. Là. Oui, et malheureusement, elle se trouve remplie et on ne sait même pas où elle se remplissent rapidement. Parce que là, par exemple, ça veut dire que toutes les personnes qu'on voit dans cette salle d'attente là maintenant attendent d'être coiffées. Oui, attendent d'être coiffées. Oui. Elles sont même plus là. Hier, c'était grave. Hier, oui, parce que hier, c'était férié. 21h, on avait 50 clients qui attendaient. Toute la journée, c'était ainsi. Donc, c'est frustrant parce que ce que j'avais imaginé. Oui, bon. Tu commences à te rendre compte que... Oui, notre expectation, elle est différente. Dieu nous a un peu trop bénis. Abondamment bénis. Et donc, du coup, là, c'est dans l'espace d'attente, il y a un espace là où les gens peuvent... Oui, puisqu'on est... Bamileke réfléchit toujours comment il va faire un extra argent et exploiter. Tout à fait. Essayer de... On dit quoi? On dit s'assurer que chaque square foot donne un peu d'argent. Tout à fait. On a mis le vending machine comme ça. On a les enfants de temps en temps qui vont dire « Maman, je veux un chip, maman, je veux un jus ». Le passage du domicile à un local visible n'est pas une simple transition logistique, c'est une décision stratégique majeure. Louer ou ouvrir un espace dédié, ce n'est pas seulement changer de lieu de travail, c'est franchir un cap en termes de positionnement sur le marché. À ce stade, l'entrepreneur envoie un signal fort, il sort de l'informel pour entrer dans une démarche assumée de professionnalisation. Les clients, eux, ne perçoivent pas seulement le service offert, ils regardent aussi le cadre dans lequel il est délivré. Ce cadre influence directement leur confiance et, par extension, leur fidélité. Un local visible, identifiable et accessible donne aux clients un sentiment de sécurité et de légitimité. Ce n'est pas qu'une question de confort, c'est une question d'image. Le client ne vient pas uniquement pour une coupe de cheveux, un produit ou un service. Il vient aussi chercher une expérience, une atmosphère et une reconnaissance sociale. Être reçu dans un cadre professionnel flatte l'image de soi du client, qui se dit « Je vais chez un vrai professionnel, reconnu, installé ». Ce changement transforme le service de base en expérience valorisante. Sur le plan stratégique, cette étape illustre parfaitement la logique du branding. Le branding, ce n'est pas seulement un logo ou une couleur, c'est l'ensemble des signaux qui créent une perception positive et différenciante dans l'esprit du public. Passer du domicile à un local, c'est investir dans cette perception. C'est montrer que l'activité est sérieuse, durable et digne de confiance. Cette crédibilité sociale devient un atout aussi puissant que la compétence technique elle-même. Car dans bien des cas, un client préfère payer un peu plus cher pour une expérience rassurante et cohérente, plutôt que pour un simple service sans identité forte. Action. Lorsque votre activité commence à se stabiliser et à générer une base de clients réguliers, c'est le moment d'investir dans des signes tangibles de professionnalisation.
Cela peut être un local bien situé et identifiable, une identité visuelle claire, logo, couleur, enseigne, un aménagement qui reflète vos standards de qualité. Mais aussi des détails concrets, horaires fixes, uniformes, process d'accueil. Tous ces éléments renforcent la perception du sérieux et de la crédibilité. N'oubliez pas que dans le monde des affaires, la perception des clients est un actif stratégique aussi important que vos compétences techniques. Celui qui inspire confiance attire non seulement des clients, mais aussi des partenaires, des investisseurs et des opportunités de croissance. Oui. 24 heures sur 24. Oui, on est 24 heures. Donc il y a plusieurs équipes de coiffeuses on a qui se presque relaient. 3 chiffres, je vais dire ça, on a 3 chiffres. On a les filles qui arrivent à partir de 1h le matin, elles rentrent vers 13h, d'autres arrivent à 13h, elles rentrent vers 23h, d'autres arrivent à 23h. Chaque fille fonctionne en fonction de son programme. Il y a des mamans ici, c'est quand leur époux rentre au travail qu'elle peut venir au travail. Donc chacune a pris un chiffre qui épouse sa vie. Voilà pourquoi tout le monde est content. Et puis, il faut ajouter que quand tu travailles la nuit, tu es plus rémunéré. 40 $ extra payés par le client. Et là, la maison n'a pas de 5 francs, on n'a pas de commission. 40 $ que le client paie à une tresseuse qui entre ici après 20 heures. C'est pour la coiffeuse uniquement. Les premières personnes qui tombent sur un enfant qui vient d'arriver doivent vraiment prendre cet enfant avec beaucoup de pincettes. Si tu reçois une nouvelle fille qui vient d'arriver, rassure-toi qu'elle rentre au moins, ça veut 10 $ chez toi. Ce sont des moments qu'on n'oublie jamais. Parce que les gens ne s'ouvrent pas, ils ne te parlent pas, mais ils meurent à l'intérieur d'eux. Donne-leur à manger. Trouve le moyen de leur donner. Ma maison est pleine. Pas parce que je fais de la magie, mais parce que j'accueille. J'ai ma politique qui permet de tenir mes tresseuses, tenir mes clients au même moment. Je sais, je leur donne tout ce que je peux pour leur permettre de se sentir confortable dans la maison. Si tu ne sais pas coiffer, c'est ok, je t'apprends à coiffer, mais pendant que tu apprends à coiffer, je permets que tu puisses détacher les cheveux, laver les cheveux, quelque chose que tu peux faire pour gagner de l'argent. Peur parce que même quand tu fais du business, il faut mettre le cœur. Il faut être un peu maternel pour comprendre les gens. Et parce que je suis coiffeuse, je me mets à la place de mes coiffeuses. Ça fait que je comprends leur douleur, je comprends leur peine. Et puis je suis au milieu, j'arrête les deux. Oui, on a 400 emplois, 400 stylistes et pratiquement 25 employés, ceux qui travaillent sous nous, de check-in, cachet, toute cette équipe masculine que tu vas voir, le balayeur, celui qui fait les serviettes, celui-là qui nettoie les toilettes, celui qui ramasse les mèches qui rôdent un peu partout dehors. C'est toute une grosse équipe qui conduit qui encadre les filles, parce qu'il faut dire que cette équipe est là pour encadrer les filles. Et puis maintenant, qui s'assure aussi maintenant que les chiffres que les filles font sont exactement ce qu'elles sont payées. Là, mon mari entre en jeu. Oui, parce que c'est une équipe ici en fait. Là, c'est compliqué, c'est le côté informatique. Mon mari est venu apporter une touche très spéciale dans mon entreprise qui était autrefois archaïque. C'est-à-dire que je me battais. Tu es entré ici il y a peut-être 2 ans. Tu allais voir la paperasse partout, les papiers partout. Il a bousculé tout ça, il a dit non, arrêtez-moi ça. Oui, donc c'était la décision qu'il a prise de venir se joindre à moi. C'était la plus belle décision qu'il ait prise parce que depuis le jour où il est arrivé ici, les choses sont devenues meilleures. Ici, on observe une dimension essentielle dans toute activité en croissance, l'importance des processus. Accueillir un client, l'enregistrer, lui attribuer une coiffeuse selon sa spécialité, ce ne sont pas de simples gestes, mais les premiers éléments d'une organisation interne. À ce stade, le cœur du métier ne se limite plus à la prestation technique ici, la coiffure il s'élargit à la gestion d'un flux de clients. C'est une véritable petite chaîne de valeur qui se met en place, où chaque étape doit être pensée, optimisée et répétée. Concrètement, cela signifie que l'entrepreneur apprend à sortir du rôle d'exécutant unique pour endosser celui de gestionnaire. Il doit désormais s'assurer que l'expérience du client est fluide et cohérente, quel que soit l'intervenant. Cela suppose 2 leviers professionnels majeurs. D'abord, la spécialisation des tâches. Chaque coiffeuse n'est pas obligée de tout faire, mais peut se concentrer sur ce qu'elle maîtrise le mieux: coiffure pour hommes, tresse africaine, soins capillaires, coloration. Cette répartition augmente la qualité perçue et réduit le temps perdu. Ensuite, la formalisation des procédures, écrire noir sur blanc comment accueillir, comment orienter, comment clôturer un service. Ce formalisme peut sembler lourd, mais il permet de garantir une constance dans la qualité, même si l'équipe grandit ou change. L'enjeu est donc double, améliorer l'efficacité opérationnelle et renforcer la satisfaction client. Car un client qui vit une expérience bien structurée, accueil chaleureux, attente réduite,
prestation adaptée est un client qui revient les recommande. À l'inverse, l'improvisation permanente finit par générer de l'insatisfaction et de la perte de crédibilité. Enseignement, dans votre domaine, ne laissez pas le parcours client au hasard. Décrivez noir sur blanc chaque étape, depuis le premier contact jusqu'à la finalisation du service. Identifiez les points critiques où la valeur se crée ou se perd, et formalisez-les. Assurez-vous que chaque employé connaît son rôle, comprend ce qui est attendu de lui et se concentre sur sa spécialité. Une entreprise ne grandit pas seulement en multipliant ses moyens, mais surtout en se structurant. La professionnalisation passe par la clarté des rôles et la solidité des procédures, car ce sont elles qui transforment une petite équipe artisanale en une organisation capable de croître et de durer. Et non. Moi, je dis souvent que ce salon-ci, c'est la solution à tous les problèmes qu'on a eu dans d'autres salons ou que j'ai eu dans le salon que j'avais avant. À l'ancien salon, j'avais les poubelles ouvertes. C'est-à-dire que tu voyais comment on mettait les poubelles, tu voyais ce contenu dans les poubelles. Aujourd'hui, par exemple, on les a imprimés comme ça. Tu vois, c'est plus beau, c'est hygiénique. Et voilà. On a un peu élevé le standard, on a tenu compte de ces choses-là comme ça. Généralement, les clients n'avaient pas où déposer leur sac, n'avaient pas déposer leur papier parce qu'ils n'avaient pas de station dans mon ancien salon d'esprit. On leur a fait un camp pour qu'ils puissent être à l'aise. C'est incroyable. Ouais. Tu vas voir que les filles aussi mettent l'uniforme, ça permet en fait de rendre égal tout le monde. Ici, tu ne sais pas qui est l'enfant de qui. Si je te dis que j'ai la fille du président de la Guinée ici, tu ne vas pas croire. Non. Oui, elle est là avec nous. Oui. Les profils, c'est des Africains? Des Américains. Et s'il faut encore un peu oser parler des Africains, c'est les Nigériens. Les Nigériens, j'en ai tellement de clients. Du Nigeria? Les Nigériennes, natives. Nigériennes? Les Nigériennes. Ok. D'origine, tu veux dire des Américaines? D'origine africaine. Mais d'origine, ok. Voilà, je veux dire, mes clients sont en majorité, sont les Américains à 90%. Le 10% qui reste, nous avions les Nigériens, les clients nigériens. Okay. Elles se coiffent énormément. C'est vrai qu'avec eux, je fais encore leur prix. Bien sûr. Mais elles viennent, elles sont là, elles sont régulières. Wow. Oui. Je ne vais pas parler des Camerounais parce que je n'en ai presque pas. Si je veux parler de la communauté, ce sont les stylistes. Oui, ce sont les personnes qui travaillent. Oui. Parce que j'ai remarqué quand je disais tout à l'heure que vous communiquez en français. Oui, on parle français. Parce qu'on n'est pas seulement Camerounais, on a aussi les Togolaises ici, on a les Guinéennes, on a les Béninoises, on a les Haïtiennes ici, oui. Nous tous on parle français. On a aussi quelques précieuses Nigériennes qui parlent anglais. Mais avec le temps, elles sont en train de comprendre ce que nous disons en français. Et pourquoi tu n'as pas des Américaines comme coiffeuses? Oh, j'en ai eu par le passé. Ouais. J'en ai eu par le passé. À une époque, il y avait même 4, 5. Mais le problème, c'est que quand les Américaines sont en train de tresser leur sœur américaine, il y a connexion, il y a clic. Alors la cliente se sent obligée de lui demander est-ce que je peux avoir ton numéro? Là, tu me coiffes au quartier. Parce qu'elle a vu sa sœur. Et elle se rend compte que sa sœur a le talent. Maintenant, beaucoup d'Américaines elles n'arrivent pas à rester parce qu'elles veulent construire leur propre business. Quand elles viennent, elles veulent seulement prendre tes clients pour aller tresser au quartier. Et donc, voilà, ça pose problème. D'autres viennent et partent parce qu'elles n'arrivent pas à la rapidité. La croissance attire, mais elle expose. Elle attire de nouveaux clients, de nouvelles opportunités, et donne l'impression d'un succès éclatant. Mais en coulisses, elle révèle aussi des fragilités, locaux saturés, files d'attente interminables, délais qui s'allongent, clients frustrés. C'est le dilemme classique de la gestion de capacité, savoir répondre à une demande croissante sans perdre en qualité de service. Ce dilemme est universel. Il touche aussi bien un salon de coiffure en expansion qu'une start-up technologique, un restaurant ou un atelier artisanal. Derrière ce problème se cache une notion clé, la planification. Trop d'entrepreneurs se laissent emporter par l'euphorie de la croissance immédiate et oublient d'anticiper. Or, une réussite n'est durable que si elle s'appuie sur une préparation solide. Anticiper, c'est prévoir que l'espace actuel ne suffira pas dans 6 mois, que l'équipe devra être renforcée, que les équipements devront être modernisés ou doublés. C'est accepter que la demande évolue plus vite que l'offre, et que seule une entreprise capable de s'adapter à ce rythme survit. En réalité, la gestion de capacité n'est pas seulement un problème logistique, c'est un enjeu de crédibilité. Chaque client qui attend trop longtemps, qui se sent négligé ou mal servi, est un capital de confiance qui s'érode. Or, dans les affaires,
la confiance est plus difficile à reconquérir qu'à gagner. Une seule expérience négative peut suffire à détourner un client et à freiner le bouche-à-oreille positif. Enseignement, pour éviter cet écueil, analysez régulièrement vos capacités en fonction de la demande. Posez-vous des questions simples mais stratégiques. Combien de clients pouvons-nous accueillir par jour sans dégrader la qualité? À quel moment faudra-t-il recruter une nouvelle personne? Quel seuil critique impose d'agrandir l'espace ou de moderniser les équipements? La clé est de planifier ces ajustements avant d'atteindre le point de saturation. Une entreprise qui attend d'être débordée pour réagir perd déjà du terrain. À l'inverse, celle qui anticipe ses besoins futurs transforme la croissance en force durable. La planification n'est pas une contrainte, c'est l'assurance de rester maître de son développement. Oui, parce que j'ai appris qu'un des concepts de ton salon de coiffure, c'est que tu mets deux coiffeuses par tête. C'est parce que time is money. Les Américains n'ont pas de temps pour s'asseoir. Elles ne regardent pas trop la qualité. Elles mettent l'accent là-bas, mais elles regardent le temps premier. Le temps. Quand tu as tué ça, tu as résolu leur équation. Elles regardent le temps. Et c'est pourquoi nous sommes allés à 24 heures. Parce que je voulais non seulement leur donner le temps, mais je voulais leur donner aussi la flexibilité de venir à n'importe quelle heure. On a beaucoup de clients qui viennent après 20 heures. 1 heure. Il y a les médecins, les infirmiers, ils finissent les chiffres à 23h minuit, c'est là où ils viennent se coiffer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le Maryland, les Américains ont compris que le jour off est sacré. Je le passe en famille. Je préfère venir me coiffer, je somnole sur la chaise de Nadine. Je me coiffe aux heures tardives. Mais le lendemain, je passe une journée en famille. Que de m'asseoir, je vais même me faire les cheveux toute une journée quelque part. C'est bénéfique de passer ta journée avec tes enfants. Les femmes mettent leurs enfants au lit, elles viennent se coiffer. Tu as toute une grosse organisation derrière. Oui. Là, on ne voit que... Oui, on a prévu aussi. Alors, ça veut dire que chaque fois que je vois quelqu'un qui a une personne sur sa tête, ça veut dire que... C'est parce qu'on est très serré. C'est parce que là, on est déjà très serré là. On est vraiment serré. Il faut dire que depuis le jour où on a ouvert ce salon, on n'a pas eu de repos. Tu as ouvert quand ici? Le 1er juin. Les filles peuvent te dire, c'est bon. Il y a quelques jours? Non, le 1er juin, oui. On n'a pas eu de repos. Et c'est comme ça tous les jours? Oui. Depuis qu'on a ouvert, c'est pourquoi je dis, j'ai l'impression qu'on a les clients qui viennent plus par curiosité, parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. On n'a pas eu 5-6 heures de sommeil. Les dames travaillent dur. Il y a beaucoup qui ne sont pas venus. Il y a beaucoup qui ne sont pas, parce que hier était un jour très étouffé. Et il y a beaucoup qui sont rentrés tard. Oui, qui ont besoin de récupérer. Oui. On a prévu l'espace pour les enfants. Et tu vas voir les grandes personnes aussi, parce que c'est... Ah, ça c'est l'espace normalement pour les enfants, mais comme c'est plein, les adultes viennent là. Viennent aussi, on n'a pas le choix. On a aussi prévu un espace pour les VIP là. Ok. Quand si tu veux te coiffer là, tu payes extra $150. C'est quoi la particularité de cet espace? C'est le calme, c'est quoi? C'est que non seulement nous choisissons qui te tresse. Oui. Mais tu as 2 personnes sur ta tête. Ok. Et les filles qui vont te donner assez de temps. Pendant que tu te coiffes, tu peux avoir le snack, de l'eau, même du jus. Si tu veux un peu d'alcool, mais je n'ai pas encore la licence pour l'alcool, donc je suis en processus. Oui, c'est ça. Ça vient avec un extra de $150. Il y a les gens qui ne veulent pas être au public de tout le monde. Oui, on ne veut plus de discrétion. Accueillir et former des immigrés illustre un autre pilier fondamental du métier, la gestion des ressources humaines et la responsabilité sociale. Ce geste va bien au-delà d'un simple acte de solidarité, il incarne une stratégie de consolidation à long terme. Offrir une opportunité à des personnes en situation fragile, c'est non seulement leur donner une dignité professionnelle, mais aussi créer une relation de loyauté profonde. Ces collaboratrices, conscientes de la valeur de la chance qu'on leur accorde, développent un attachement sincère envers l'entreprise et ses dirigeants. En retour, cette dynamique produit un cercle vertueux, une équipe plus fidèle, plus engagée, moins encline à l'instabilité ou aux départs imprévus. Le capital social ainsi construit devient un avantage concurrentiel invisible. Là où d'autres entreprises peinent à retenir leurs employés ou souffrent d'un turnover coûteux, celle qui investit dans l'inclusion et la reconnaissance humaine bénéficie d'une main-d'œuvre stable et motivée. C'est une richesse que l'argent seul ne peut acheter, la gratitude et l'implication. D'un point de vue managérial, c'est également une leçon de vision. Former et intégrer des profils parfois considérés comme à risque démontre une capacité à penser à long terme et à transformer une contrainte sociale en atout stratégique. En créant un climat de confiance et de respect, l'entreprise se positionne non seulement comme employeur,
mais aussi comme acteur de cohésion sociale. Dans un monde où l'image et la réputation comptent autant que la compétence technique, cette responsabilité sociale devient un marqueur puissant de différenciation. Enseignement, considérez chaque recrutement comme un investissement à double rendement, productif et social. Ne vous limitez pas à évaluer uniquement les compétences techniques, regardez aussi le potentiel d'engagement, la motivation et la capacité à s'intégrer dans une culture d'entreprise. Une équipe bien intégrée, motivée et reconnaissante sera toujours plus stable et performante qu'une main-d'œuvre instable, même techniquement compétente. Le véritable capital d'une entreprise, ce ne sont pas seulement ses machines ou ses finances, mais la force et la cohésion de son équipe. Ici, c'est là où tout se joue. Si les clients ont des quais pour se protéger, c'est parce qu'il y a un monsieur ici qui a un travail lourd. Les capes que tu vois, on ne les met pas sur un client 2 fois. Puisque les cheveux ont les batteries, on respecte les clients et voilà. Je parlais du drapeau de mon pays. Tous les clients savent que je suis camerounaise. Je suis très fière de le montrer. Chaque fois que tu enlèves sur un client, tu viens de poser la motard, lui lave les serviettes. On a mis 2 laveuses et 2 sécheuses. Là, c'est les toilettes des précieuses. Du personnel. Uniquement, du personnel uniquement. Oui, les 2 là devant étaient rien que pour les clients. Rien que pour les clients. Oui, simplement, moi, ce qu'on contrôle, ce qui se passe. Oui. Wow. Ça implique qu'on a quelqu'un qui doit nettoyer les serviettes en journée, un autre qui nettoie la nuit. Tout à fait. Les 2, ça. Maintenant, on a un magasinier. Ici, c'est le magasin qui est contrôlé par une personne en journée, un autre la nuit. Be careful. Et donc, ici, oui, ça c'est le cœur de l'entreprise. Voilà, le cœur du ballot. S'il n'y a pas de mèche, il n'y a pas de coiffure. Oui, il n'y a pas de mèche, il n'y a pas de coiffure. Le trafic ici est intense. Ouais. Oui, le trafic ici est intense. Tous les 5 minutes, il vient prendre la mèche. Il y a quelqu'un qui s'assure que le magasin est au moins, qu'on puisse au moins voir ce qu'on prend. Oui. De temps en temps, il va crier sur les filles là pour qu'elles ne passent. C'est très compliqué. Une fille va prendre la mèche-ci. Chaque mèche a son numéro, sa couleur et tout. Mais elle va aller mettre dans le carton de mèche rouge. Elle va remettre ailleurs. Elle va aller mettre ailleurs. Ça rend la vie compliquée parce que là, on dit que maman a dit il n'y a pas telle mèche. Pourtant, il y a. Tu ne sais pas. Oui. C'est pourquoi le magasinier est très important. Il joue un rôle très important. Il me signale au moins 3-4 jours avant et je restocke. Tu réapprovisionnes. Oui. Sinon, ça c'est un magasin. J'ai un autre. Beaucoup de mèches se prennent en Chine. D'autres se prennent sur place, mais au Sénégal. Okay. Ça, c'est les mèches qui viennent du Sénégal. Quelle est la particularité des mèches? Pourquoi les mèches viennent du Sénégal? C'est sa qualité. Sa qualité, les fibres sont bonnes, elles sont légères. C'est depuis 15 ans que j'ai dans ce pays. C'est ce monsieur qui se plaint des mèches. Tout le monde aime sa qualité de mèche. Wow. Oui, c'est la meilleure mèche. Et il est pour au Sénégal? Il en a eu. Ce sont les Chinois qui font ça là-bas? Il n'est jamais en rupture. Voilà pourquoi. Ce sont les Chinois. Oui. Vas-y, maman, vas-y. Ce sont les Chinois. Le monsieur est japonais, je crois, oui. Continue. Yep. On n'a pas parlé de ça, mais tes coiffeuses, en moyenne, gagnent combien? 2500. 2500 la semaine. 2500 $ la semaine? Oui. La réussite d'une entreprise ne repose pas uniquement sur ce que les clients voient. Elle s'appuie aussi sur des mécanismes invisibles mais essentiels, la gestion des stocks, le rôle du magasinier, la qualité et la régularité des fournitures. Derrière chaque prestation réussie se cache une organisation silencieuse qui garantit la continuité du service. C'est ici qu'intervient un concept clé souvent sous-estimé, la supply chain, ou chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas un détail technique secondaire, c'est un pilier stratégique. Une simple rupture de stock de produits capillaires, de matériel ou même de consommables du quotidien peut suffire à briser la confiance d'un client plus rapidement qu'une erreur de service ponctuelle. Le client ne veut pas entendre qu'un produit n'est pas disponible ou qu'un service est interrompu pour cause de manque d'équipement. Dans son esprit, cela traduit un manque de professionnalisme et de fiabilité. Le cœur du métier ne se limite donc pas à la prestation visible, une coupe de cheveux, une consultation, un produit final, mais à tout ce qui la rend possible sans interruption. La fiabilité des opérations cachées devient un gage de crédibilité. Une entreprise qui maîtrise sa chaîne d'approvisionnement inspire confiance, car elle montre qu'elle peut tenir ses promesses dans la durée. A l'inverse,
une organisation fragile et dépendante de fournisseurs aléatoires s'expose à des crises récurrentes qui ternissent son image. Enseignement, mettez en place une gestion proactive de vos stocks et de vos relations fournisseurs. Suivez régulièrement vos consommables, établissez des seuils d'alerte pour éviter les ruptures, et sécurisez vos approvisionnements avec plusieurs alternatives fiables. Identifiez des partenaires de confiance et diversifiez vos sources pour réduire les risques. La continuité du service n'est pas un luxe, c'est une valeur stratégique. C'est elle qui fidélise les clients et différencie une entreprise organisée d'une structure fragile. Dans l'économie moderne, la qualité visible dépend toujours de la solidité de l'invisible. À présent, nous allons récapituler le processus de Nadine pour vous permettre de bien comprendre ce qui s'est passé. Si vous aussi vous rêvez de bâtir un projet solide, retenez bien ces étapes, car elles représentent des principes universels applicables dans n'importe quel domaine. Première étape. Démarrage à domicile. Elle a commencé son aventure entrepreneuriale dans son salon, avec une simple chaise et quelques outils de base. Malgré le manque de moyens, elle a misé sur sa créativité et sa détermination. Chaque client représentait une chance d'apprendre et de s'améliorer. Cette étape lui a permis de tester son marché et de bâtir les premières bases de son futur succès. Deuxième étape. Premier local visible. Après les débuts à domicile, elle a franchi un cap essentiel, ouvrir un vrai salon. Ce choix lui a donné crédibilité, visibilité et confiance auprès des clients. L'espace n'était pas seulement un lieu de travail, mais un symbole de professionnalisme et de stabilité. Les clients ont alors commencé à la considérer comme une véritable entrepreneur installée, ce qui a renforcé leur fidélité. Troisième étape. Formalisation des processus. Avec la croissance, elle a compris l'importance de l'organisation. Chaque étape accueil, attribution d'un coiffeur, suivi et qualité du service devaient être clairs. Elle a écrit ses procédures, structuré les rôles et formé son équipe. Ce travail a permis de garantir une qualité constante, même quand la clientèle augmentait. Son salon est passé d'une activité artisanale à une véritable entreprise bien organisée et respectée. Quatrième étape. Anticipation de la croissance. La demande ne cessant d'augmenter, elle a anticipé l'avenir. Plus de clients signifiait plus d'espace, plus d'équipements et plus de personnel. Plutôt que de subir la saturation, elle a choisi de planifier ses investissements. Cette vision lui a permis de transformer une croissance parfois chaotique en une progression maîtrisée. C'est en préparant l'avenir qu'elle a assuré la solidité de son parcours entrepreneurial. Cinquième étape. Gestion humaine et sociale. Elle n'a pas seulement construit un salon, mais aussi une communauté. En intégrant des employés venus d'horizons divers, souvent en situation fragile, elle a créé une équipe fidèle et reconnaissante. Cette dimension humaine a renforcé la stabilité de son entreprise. Les employés motivés sont devenus ses meilleurs ambassadeurs. Plus qu'un travail, elle leur offrait une chance et recevait en retour un engagement fort et durable. Sixième étape. Logistique et continuité. Elle a rapidement compris que la réussite ne dépendait pas seulement des coiffures, mais aussi de la logistique. Gérer les stocks, anticiper les besoins et sécuriser les fournisseurs sont devenus des priorités. Cette maîtrise lui a évité les ruptures de service et a rassuré sa clientèle. Sa réputation s'est construite sur la fiabilité et la constance. Grâce à cette solidité invisible, son entreprise a pu grandir durablement. Ce parcours entrepreneurial révèle plusieurs leviers universels: démarrer petit et tester, professionnaliser son image, formaliser ses processus, anticiper la croissance, construire un capital social et sécuriser sa logistique. Chacun de ces éléments dépasse le simple récit personnel. Ce sont des principes de management applicables dans tous les secteurs. Ce qui semble une histoire individuelle devient une véritable leçon de stratégie opérationnelle. Merci d'avoir suivi cette émission, Comprendre le processus, sur Selfa. Ici, nous transformons des récits réels en leçons pratiques pour votre vie et votre carrière. Nos thèmes sont le développement personnel, la motivation, le business et le leadership. Abonnez-vous, commentez et partagez pour continuer ensemble cette exploration. À très bientôt sur Selfa, la chaîne qui transforme l'expérience en savoir stratégique.